Bonjour à tous. Imaginez un territoire à peine plus grand que 2 départements français. Quelques villes, quelques ports, des collines arides, des villages agricoles, des lieux saints fréquentés depuis des siècles par des pèlerins venus du monde entier. Et pourtant, au sortir de la Première Guerre mondiale, cette terre devient l'un des centres de gravité politique, religieux et symbolique de la planète entière. Je veux parler de la Palestine. Rien, à première vue, ne semblait pourtant destiner ce petit espace à devenir l'un des plus grands foyers de tension du XXe siècle. Je parle de petit espace, il n'y a évidemment pas encore de pays. Mais précisément, la question de Palestine ne naît pas seulement d'un conflit local entre Arabes et Juifs. Elle est le produit d'un immense basculement mondial. Parce qu'au XIXe siècle, souvenez-vous, le monde ancien se désagrège, les empires traditionnels vacillent, les sociétés hiérarchiques héritées du Moyen-Âge sont progressivement remplacées par des sociétés de citoyens, par les nationalismes modernes, par les idéologies de masse, par les promesses d'égalité et de souveraineté populaire. En Europe, les peuples redécouvrent, réinventent leur passé, leur langue, leurs mythes fondateurs, les nations deviennent des acteurs historiques. Dans ce contexte apparaît le sionisme. Non pas simplement comme un mouvement religieux, mais comme un nationalisme moderne né au cœur de l'Europe des pogroms, des discriminations et de l'antisémitisme. Pour une partie des Juifs d'Europe orientale, l'assimilation semble désormais impossible. Le retour vers la terre biblique devient, de ce fait, un projet politique concret. La Palestine cesse d'être alors uniquement un lieu de mémoire religieuse, elle devient une terre à reconquérir, à peupler, à organiser. Mais au même moment, les Arabes des provinces orientales de l'Empire ottoman développent eux aussi une conscience nationale. Eux aussi parlent désormais de peuple, de souveraineté, d'indépendance. Eux aussi veulent sortir de la domination impériale. Et la Palestine, pour ses habitants arabes, n'est pas une terre vide attendant un retour. C'est un pays vivant, avec ses villes, ses campagnes, ses élites, ses traditions, ses tensions sociales aussi, ses ambitions politiques. Et puis vient la Première Guerre mondiale, et avec elle, la brutalisation du monde. L'Empire ottoman s'effondre, les Britanniques avancent au Proche-Orient, les grandes puissances découpent les territoires, distribuent les promesses et inventent un nouvel ordre international sous couvert de la nouvelle SDN, la Société des Nations. C'est dans ce contexte qu'est publiée en novembre 1917 la fameuse, la célèbre déclaration Balfour. Londres promet l'établissement d'un foyer national juif en Palestine, tout en affirmant qu'il ne sera porté atteinte ni aux droits civils ni aux droits religieux des populations non juives déjà présentes. Toute l'ambiguïté du futur conflit est donc déjà là. Comment créer un foyer national juif dans un territoire majoritairement arabe sans provoquer une confrontation politique majeure ? Comment les Britanniques pensent-ils pouvoir satisfaire simultanément 2 mouvements nationaux qui revendiquent la même terre ? Comment concilier impérialisme colonial, droit des peuples, aspiration nationale et symbole religieux universel ? Eh bien, c'est précisément cette contradiction que le mandat britannique va tenter de gérer à partir de 1922. Et très vite, on va comprendre que tout va se gripper. Les Arabes palestiniens refusent le mandat qu'ils considèrent comme une machine destinée à préparer leur dépossession. Les sionistes, eux, voient dans la présence britannique une opportunité historique unique de construire progressivement les bases d'un futur État. Quant aux Britanniques, ils se persuadent qu'ils pourront arbitrer rationnellement le conflit grâce au développement économique, à l'administration moderne et à des compromis institutionnels dont ils sont passés maîtres. Sauf que la Palestine, c'est justement pas un territoire ordinaire, traditionnel. Chaque question devient une question explosive. L'immigration, la terre, les lieux saints, la représentation politique, la sécurité, l'identité nationale, jusqu'au mot même, MOTS. Même les textes juridiques deviennent des champs de bataille. Chaque camp lit la déclaration Balfour, le mandat ou les décisions internationales comme une preuve de sa propre légitimité historique. Et j'insiste sur cette dimension. La question de Palestine est aussi une guerre d'interprétation permanente. Et derrière les grands concepts diplomatiques, il y a surtout des sociétés qui se transforment à une vitesse vertigineuse.
une immigration juive croissante, une société arabe qui se radicalise, des violences qui apparaissent dès les années 1920, une puissance mandataire de plus en plus hésitante, et puis dans les années 30 et 40, la montée des totalitarismes européens, la Shoah, les révoltes arabes et l'épuisement de l'Empire britannique. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre non pas seulement comment est né le conflit israélo-palestinien, mais pourquoi la Palestine est devenue en quelques décennies une question mondiale. Et surtout, une question essentielle va nous accompagner tout au long de cette émission, la Palestine mandataire. Est-elle dès l'origine condamnée au conflit, ou existait-il encore des possibilités réelles de coexistence entre les deux projets nationaux ? Dans 5000 ans d'histoire, la question de la Palestine épisode 2, la promesse impossible. Pour comprendre la question de Palestine, il faut en réalité sortir pour commencer de la Palestine. Alors, souvenez-vous de la première émission, le conflit ne naît pas uniquement au Proche-Orient, je vais faire un rapide rappel, il plonge ses racines dans une immense transformation du monde occidental et européen, commencée au XVIIIe siècle et accélérée au XIXe. Je fais un rapide résumé de l'épisode précédent. C'est le fameux Previously dans les séries américaines, mais tout le monde n'a pas forcément écouté la première ou eu le temps d'écouter la première, etc. Donc comme ça vous permettra de faire une rapide mise à niveau. La Palestine devient le lieu où viennent se rencontrer plusieurs révolutions historiques simultanées, comme je le disais tout à l'heure. Pendant des siècles, les sociétés européennes et orientales avaient reposé sur un ordre ancien, celui des empires, des hiérarchies religieuses, des communautés et des souverains dynastiques. C'est important de revenir quand même à la base, de revenir en arrière pour bien comprendre, bien avoir ça en tête. Si on n'a pas ça en tête, ça sert à rien de continuer. C'est un peu, c'est un système, si vous voulez. Tout fonctionne selon une certaine logique. Si vous avez perdu la logique, c'est logique, on comprend rien. Voilà, je me répète, mais c'est comme ça. À cette époque, les hommes n'étaient pas d'abord définis par leur nationalité, mais par leur religion, leur statut social, leur fidélité à un prince ou à une dynastie. C'est important. J'ai vu un commentaire dans l'émission précédente. Les Arabes de Palestine sont les Palestiniens. Non, la Palestine n'existe pas en elle-même. C'est pour ça que j'insiste là-dessus à cette époque-là. Je dis bien à cette époque-là. On fait un travail d'historien. On ne fait pas ici de politique, encore moins avec nos yeux d'aujourd'hui. Dans cet univers, les identités collectives existaient, bien sûr, mais elles ne fonctionnaient pas encore comme des nationalismes modernes. C'est très important à comprendre. Ensuite va arriver le grand choc des Lumières et des révolutions modernes. À partir du XVIIIe siècle, l'Europe commence à remettre en cause l'ordre traditionnel. Les idées d'égalité, de citoyenneté, de souveraineté populaire vont se diffuser progressivement. La Révolution française agit comme un accélérateur gigantesque. Désormais, le peuple devient une source de légitimité politique. L'individu remplace progressivement les anciens corps sociaux, les sociétés sont en train à ce moment-là de changer de logique. Mais ce mouvement produit un paradoxe fondamental. Au moment même où l'Europe proclame l'universalité des droits et l'égalité des citoyens, elle invente aussi les nationalismes modernes. Chaque peuple commence à rechercher ses racines, son histoire, sa langue, ses héros fondateurs. Les nations deviennent presque des religions séculières. On parle d'invention de la tradition. Les peuples, invention dans l'idée comme on invente un trésor, on trouve une tradition, d'accord, on recherche. Les peuples se construisent un passé parfois largement réinventé pour légitimer leur existence politique. Et là, j'insiste, le mot politique. C'est vraiment essentiel pour comprendre la suite, parce que le 19e siècle ne produit pas seulement la modernité industrielle, il produit aussi une obsession des origines. On fouille les langues anciennes, les mythes nationaux, les généalogies des peuples. On redécouvre les Gaulois en France, les Germains en Allemagne, les Slaves dans l'Europe orientale. Chaque nation veut prouver qu'elle possède une profondeur historique légitime. Et dans ce grand bouleversement, la question juive devient centrale. Pendant des siècles, les Juifs avaient vécu dans des communautés distinctes au sein des sociétés européennes. Et avec l'émancipation juridique qui est née de la Révolution française, beaucoup pensent que l'assimilation est désormais possible. Les Juifs deviennent des citoyens comme les autres. Ils entrent dans les universités, les professions libérales, les administrations et les milieux intellectuels. Sauf que cette intégration
produit aussi des réactions, et des réactions violentes. À partir de la fin du XIXe siècle, l'Europe connaît une montée brutale des nationalismes ethniques et de l'antisémitisme moderne. Les Juifs sont accusés d'être à la fois étrangers et trop puissants, cosmopolites et dangereux, responsables du capitalisme autant que du socialisme révolutionnaire. J'y reviendrai. On voit que l'antisémitisme devient un élément structurant des nouveaux nationalismes européens. Dans l'Empire russe, notamment, les pogroms se multiplient. Des centaines de milliers de Juifs sont obligés de fuir vers l'Europe occidentale, l'Amérique ou la Méditerranée. Et c'est dans ce contexte qu'émerge le sionisme politique. Le sionisme, c'est un produit typiquement moderne. C'est pas seulement un mouvement religieux qui rêverait du retour biblique, c'est vraiment un nationalisme européen comparable à ceux qui apparaissent à ce moment-là chez les Tchèques, les Hongrois ou les Serbes. Les sionistes veulent reconstruire un peuple, une langue, une culture nationale et surtout un territoire. L'hébreu est même réinventé comme langue vivante. L'idée d'un peuple juif devient un projet politique contemporain et surtout le retour vers la Palestine acquiert une force émotionnelle immense parce qu'il s'appuie sur des siècles de mémoire religieuse et biblique. Sauf que, souvenez-vous, cette fameuse Palestine n'est évidemment pas vide et c'est là que se met en place la tragédie historique. Parce qu'au même moment où le nationalisme juif prend forme en Europe, eh bien le monde arabe connaît lui aussi une transformation profonde. L'Empire ottoman tente de se moderniser sous pression européenne, bien sûr. Les provinces arabes développent progressivement une conscience nationale. Des intellectuels, des journalistes, des notables commencent à parler d'identité arabe, de réforme politique et d'autonomie. Et la Palestine, qui est une région, se transforme. Au XIXe siècle, Jérusalem devient un centre religieux et diplomatique mondial. Les puissances européennes multiplient les consulats, les missions religieuses, souvenez-vous, les écoles, les œuvres philanthropiques, les réseaux modernes, le télégraphe, la vapeur, les chemins de fer relient désormais la région au reste du monde. On peut parler ici de première mondialisation, si vous voulez. Et dans ce contexte, la région de Palestine commence à devenir un objet politique international. Les premières colonies juives s'installent avec le soutien financier d'un baron, le baron Edmond Rothschild. Des immigrants venus d'Europe orientale arrivent progressivement. Les Arabes palestiniens observent ces évolutions avec inquiétude. Au départ, les tensions sont limitées, mais deux dynamiques contradictoires sont désormais enclenchées. Les sionistes voient la Palestine comme la terre d'un retour national. Les Arabes la considèrent comme leur propre pays en voie d'émancipation. À partir de 1908, nationalisme arabe et juif deviennent de véritables acteurs politiques en Palestine. Autrement dit, avant même la Première Guerre mondiale, les bases du futur conflit existent déjà, deux mouvements nationaux modernes, deux récits historiques, deux aspirations légitimes et une même terre.